Gorée. Voilà que le silence s'engouffre dans nos cœurs et inscrit les siècles haletants que nous avons passés à panser nos blessures. Quand les souvenirs éclopés attendent devant la porte du non-retour. Gorée, ce furent 3 siècles d'esclavage et les nuits solitaires labourent encore les greniers de nos mémoires. Et pourtant, j'ai verrouillé mon cœur à la haine et j'ai bu la coupe de l'oubli et jeté sur la plage les décombres de ma vie. Je veux boire maintenant les joies de la terre promise. Gorée, 3 siècles d'esclavage. Mais moi, je veux boire maintenant les joies de la terre promise. Bonjour. Vous nous attendiez, eh bien, nous voilà. En effet, nous sommes ici à Gorée, sur l'île des souvenirs, pour démarrer la grande aventure de littérature. Littérature, un concept, 3 mots qui annoncent 3 rubriques. Et c'est précisément pour les besoins de cette première rubrique que nous sommes ici aujourd'hui à Mariamaba, la maison d'éducation Mariamaba, pour lire une si longue lettre de Mariamaba. Nos mères se disputaient la garde de nos oncles et tantes. Nous avons usé pagnes et sandales sur le même chemin caillouteux de l'école coranique. Nous avons enfoui dans les mêmes trous nos dents de lait, en implorant fées souris de nous les restituer plus belles. Si les rêves meurent en traversant les ans et les réalités, je garde intacts mes souvenirs, celles de ma mémoire. Je t'invoque. Maodo, les princes dominent leurs sentiments pour honorer leurs devoirs. Les autres courbent leur nuque et acceptent en silence un sort qui les brime. Voilà, schématiquement, le règlement intérieur de notre société avec ses clivages insensés. Je ne m'y soumettrai point. Au bonheur qui fut nôtre, je ne peux substituer celui que tu me proposes aujourd'hui. Tu veux dissocier l'amour tout court et l'amour physique. Je te rétorque que la communication charnelle ne peut être sans l'acceptation du cœur, si minime soit-elle. Si tu peux procréer sans aimer, rien que pour assouvir l'orgueil d'une mère déclinante, je te trouve vile. Dès lors, tu dégringoles de l'échelon supérieur, de la respectabilité où je t'ai toujours hissé. Ton raisonnement qui scinde est inadmissible. D'un côté, moi, ta vie, ton amour, ton choix. De l'autre, la petite Nabou, à supporter par devoir. Maodo, l'homme est un, grandeur et animalité confondues. Aucun geste de sa part n'est de pur idéal. Aucun geste de sa part n'est de pure bestialité. Je me dépouille de ton amour, de ton nom. Vêtu du seul habit valable de la dignité, je poursuis ma route. Adieu, Aïssatou. Mes réflexions me déterminent sur les problèmes de la vie. J'analyse les décisions qui orientent notre devenir. J'élargis mon opinion en pénétrant l'actualité mondiale. Je reste persuadée de l'inévitable et nécessaire complémentarité de l'homme et de la femme. L'amour, si imparfait soit-il dans son contenu et son expression, demeure le joint naturel entre ces 2 êtres. S'aimer. Si chaque partenaire pouvait tendre sincèrement vers l'autre, s'il essayait de se fondre dans l'autre, s'il assumait ses réussites et ses échecs, s'il exauçait ses qualités au lieu de dénombrer ses défauts, s'il réprimait les mauvais penchants sans s'y appesantir, s'il franchissait les repères les plus secrets pour prévenir les défaillances et soutenir en pensant les mots tus. C'est de l'harmonie du couple que naît la réussite familiale, comme l'accord de multiples instruments crée la symphonie agréable. Ce sont toutes les familles, riches ou pauvres, unies ou déchirées, conscientes ou irréfléchies, qui constituent la nation. La réussite d'une nation passe donc irrémédiablement par la famille. Merci de recevoir cet après-midi à la maison d'éducation Mariamaba avec les élèves de 3e, M. Beitirka, professeur de français qui a été à l'école Mariamaba depuis 1995, membre et président même de l'Association des professeurs de français du Sénégal, qui s'est maintenant détaché au projet d'appui au renouveau des curricula PARC dans la commission de français. Monsieur Beitirka, soyez le bienvenu. Merci, madame. Mam Sosé, Fatou Bintou
et Thiaba qui vont présenter une si longue lettre de Mariama Ba à leurs camarades. Bonjour, nous allons donc introduire le sommaire. Il s'agira de la biographie de Mariama Ba, puis de sa bibliographie, de la présentation de l'œuvre Une si longue lettre, de son résumé, puis de la présentation des personnages, des thèmes dans Une si longue lettre, des citations et des sujets de réflexion pour tous les élèves, pour tous nos chers camarades du Sénégal. Nous savons que Mariama Ba est la marraine de notre école. En sus de cela, est un écrivain de grande renommée. Qui pourrait nous faire la biographie de Mariama Ba? Oui, Nogay. Notre marraine Mariama Ba a vu le jour en 1929 à Dakar. Orpheline de mère, elle a été élevée par sa grand-mère dans un milieu traditionnel musulman. Son père, Amadou Niéli Ba, a été l'ancien ministre sénégalais de la Santé à l'époque de la loi cadre. Mariama Ba est la première romancière africaine à contester la place taillée aux femmes dans la société sénégalaise. Ayant fréquenté l'école normale des jeunes filles de Rufisque, elle acquiert son diplôme d'institutrice en 1947 après de brillantes études. Mariama Ba, mère de 9 enfants, divorcée, a été l'épouse du député Ebey Diop. Elle est décédée le 17 août 1981. Merci. D'où lui vient l'envie d'écrire? Notre marraine dit avoir subi 2 influences déterminantes. L'une lui venant de ses 2 enseignantes, Mme Berthe Maubert et Mme Germaine Le Goff, c'est-à-dire sur le plan scolaire, et l'autre lui vient de son propre père, qui, à chaque retour de voyage, lui amenait des livres et lui demandait des comptes rendus de lecture après la lecture de chaque ouvrage. Merci. Bien, merci Mme Gone. Donc, il a été dit que Mariama Ba avait un goût très exigu pour la lecture, ce qui la poussa par la suite à écrire. Donc, qui pourrait nous faire la bibliographie de Mariama Ba? Mariama Ba nous a laissé 2 grandes œuvres romanesques. La première, Une si longue lettre, publiée en 1979, a connu un franc succès. Elle a été traduite en 17 langues et a obtenu le prix Noma à Francfort en novembre 1980. Son second roman, Un champ écarlate, a été publié en novembre 1981, 3 mois après sa mort, donc à titre posthume. Merci. L'intervention de notre cher camarade Fatima Zahra Ndiaye nous permet donc de savoir que la bibliographie de notre marraine n'est pas très fournie. Néanmoins, l'une de ses œuvres, en l'occurrence Une si longue lettre, a été retenue au plan international et également au programme en classe de 3e. Donc parmi vous, qui pourrait nous présenter l'œuvre Une si longue lettre? Bonjour, je m'appelle Indou Djumgay. Disons que dans un contexte où l'écriture masculine prévalait, il a fallu une certaine volonté de la part de Mariama Ba pour prendre en charge la cause de la femme et faire valoir l'écriture féminine. C'est un roman féministe écrit par une femme qui réagit par rapport aux conditions de vie de ses sœurs victimes de la domination des hommes ou encore des traditions. Avec Une si longue lettre, Mariama Ba a été l'une des premières africaines à dénoncer les injustices faites aux femmes dans la société. Merci. Merci Indou pour cette intervention qui nous a permis d'avoir une idée du roman de Mariama Ba. Nous allons donc passer au résumé de cette œuvre par Mme Thiaba Diop. Ramatoulaye, femme sénégalaise, mère de 12 enfants, écrit une lettre à sa meilleure amie Aïssatou pour lui faire part du décès de son mari, Modou Fall. À cette occasion, elle lui évoque les circonstances de sa mort, c'est-à-dire sa trahison, son 2e mariage, l'abandon du domicile conjugal, mais également l'argent gaspillé pour la famille de sa coépouse. Ramatoulaye profite de cette occasion pour lui ressasser les moments passés quand elles étaient jeunes. Au final, elle évoque le nouveau tournant de sa vie en tant que veuve, mais également les problèmes rencontrés dans l'éducation de ses enfants dans un monde où le modernisme perce de plus en plus. Dans Une si longue lettre, il y a plusieurs personnages, ceux qui sont principaux et les autres secondaires. Donc, chers camarades, qui pourraient nous évoquer les différents personnages dans Une si longue lettre? Bonjour, je m'appelle Soukaina Diouf. Dans Une si longue lettre, le personnage incontournable est Ramatoulaye, car étant la narratrice qui envoie une lettre à sa meilleure amie Aïssatou. Elle est veuve
et institutrice. Elle raconte les circonstances de la mort de son époux et sa réclusion en entier. Bonjour, je m'appelle Amisila. Parmi les personnages dans une si longue lettre figure aussi Aïssatou, épouse de Maodoba et résidente aux États-Unis. Ramatoulaye trouve en elle une très bonne amie et une confidente. Aïssatou est la destinatrice de la lettre et eut à se confronter aux problèmes de caste dans la société sénégalaise. Merci. À ces personnages s'ajoute Modou Fall, qui était un syndicaliste mort au début du roman, étant le principal objet de l'envoi de la lettre de Ramatoulaye à Aïssatou. Il était père de famille, ami, époux et considéré comme un traître après avoir épousé la meilleure amie de sa fille Bintou. De plus, nous pouvons retenir comme personnage dans une si longue lettre Bintou. Celle-ci, en vue d'une bonne assise sociale, se voit abandonner ses études et se marier avec Modou Fall, sous l'influence et la pression de sa mère, Dame Bellemare. Merci. Y aurait-il encore d'autres? Oui. Bonjour, je m'appelle Manfatou Niang. Parmi les personnages figure aussi Tante Nabo, qui est la mère de Maodoba. Étant une princesse du Sine, autrement du Guelwaar, elle s'oppose au mariage de son fils et de Aïssatou, prétextant que cette dernière est une bijoutière, donc de classe inférieure. Merci. Oui, y aurait-il d'autres personnages Jean-Marie Amaba dans une si longue lettre? Bonjour, je m'appelle Hadifal. Comme autre personnage, nous pouvons ajouter Maodoba, l'ex-mari d'Aïssatou, médecin de profession. Il fut contraint d'épouser comme seconde femme sa cousine Petite Nabou et cela sous la pression de sa mère. Il fut aussi un ami de longue date de Modou Fall. Bonjour, je m'appelle Mariama Djangou Diallo. À ces personnages s'ajoute Dame Bellemare, mère de Bintou, qui pour une meilleure assise sociale encouragea sa fille à épouser le père de sa meilleure amie, qui n'est autre que Modou Fall. Merci. Oui, y aurait-il d'autres personnages? Non? D'autres, ok. La diversité des personnages et leur caractère nombreux nous permettront d'introduire les thèmes. Quel thème serait à étudier dans une si longue lettre de Maria Amaba? Personnellement, le thème qui m'a le plus touché, c'est l'amour. L'amour parental entre Ramatoulaye et ses enfants. Elle a toujours été un bon exemple. D'ailleurs, il est même dit dans l'œuvre, je cite, « Une mère n'a pas de temps pour voyager, elle a du temps pour mourir ». Fin de citation. Celui entre Ramatoulaye et Modou Fall, parce que si elle ne l'aimait pas, elle ne serait pas restée dans le domicile conjugal. Merci. Bonjour, je m'appelle Fatou Ndoye. Personnellement, je pense que le thème le plus important dans une si longue lettre, c'est la polygamie, car étant la source de plusieurs problèmes dans l'œuvre, notamment le divorce de Aïssatou et de Maodoba, mais également et surtout la séparation entre Modou Fall et Ramatoulaye. Merci. Un autre thème à proposer? Oui. Bonjour à tout le monde, moi c'est Maïmouna Ba. Je pense que nous serions bien d'ajouter le thème de l'éducation dans l'œuvre Une si longue lettre. Ce qui m'éblouit le plus, en fait, c'est la manière dont l'auteur met l'accent sur l'impact de l'éducation scolaire sur l'éducation familiale. Malgré les préjugés de la société et malgré aussi toutes les difficultés qu'elle a eu à rencontrer, je pense que Ramatoulaye est parvenue à donner une bonne éducation à ses enfants, même si on peut relever quelques failles. Merci. Bien. Merci. Y aurait-il d'autres thèmes à étudier? La stigmatisation, illustrée dans l'œuvre, d'une part par Jacqueline, qui, considérée comme une étrangère, subissait les moqueries de la population qui lui avait octroyé le sobriquet de Niak. Et d'autre part, Aïssatou, dont la grand-mère de Maodo. La caste considérée comme inférieure par sa belle-mère lui avait valu son mariage avec Maodoba, prince gallois. Bonjour, je m'appelle Aminata Ndao. Le thème que j'apprécie le plus dans le roman, c'est l'amitié. D'ailleurs, Mariam dit dans une si longue lettre que l'amitié a des grandeurs inconnues de l'amour. Ainsi, nous pouvons citer Ramatoulaye et Aïssatou, Aïssatou étant la meilleure amie de Ramatoulaye. Elles ont vécu des décennies d'amitié et comme l'a dit Ramatoulaye dans sa lettre, elles ont enfui leur dent de lait dans le même trou en implorant Fessouris de les leur restituer plus belle. Merci. Oui.
En plus de cela, peut-être citer la dégradation des mœurs, avec par exemple les enfants de Ramatoulaye qui se permettaient d'aller au cinéma à leur âge et aussi d'adopter le style vestimentaire occidental, notamment avec le port du jean. Mais aussi peut être noté le tabagisme avec le trio Djeynaba, Yacine et Aram qui furent surprises en train de fumer, et aussi la grossesse précoce d'Aïssatou Fall qui attendait un enfant d'Ibrahima Sall alors qu'elle devrait être en train de préparer un examen. Merci. Merci. Y aurait-il un autre thème à étudier? Plusieurs thèmes qui ont été proposés par mes chers camarades tournent autour de celui de la trahison, car étant très discuté dans le roman, notamment avec le couple de Modou Fall et Ramatoulaye. Modou Fall s'étant marié avec la meilleure amie de sa fille, Bintou. Notons aussi la trahison de Maodoba envers Aïssatou. Maodoba ayant marié une deuxième femme, princesse Guelewar comme lui, sous prétexte qu'Aïssatou soit moins castée, c'est-à-dire bijoutière. Merci. Bien. Passons maintenant à l'énumération des citations dans une si longue lettre. Parmi vous, qui a des citations à proposer? D'après Mariam Abba, je cite, « La femme est comme un ballon. Qui lance ce ballon ne peut percevoir ses rebondissements. » Fin de citation. Merci. Merci Christiane. Y aurait-il d'autres pour nous proposer des citations? Oui, devant. Bonjour, je m'appelle Maguette Lo. Mariam Abba disait dans une si longue lettre, je cite, on ne prend pas rendez-vous avec le destin. Le destin empoigne qui il veut et quand il veut. Dans le sens du désir, il apporte la plénitude, mais le plus souvent, il déséquilibre et heurte. Alors on subit. Fin de citation. Mariam Abba, par le biais de ses personnages, disait dans une si longue lettre, l'amitié a des grandeurs inconnues de l'amour. Elle se fortifie dans les difficultés, alors que les contraintes massacrent l'amour. Fin de citation. Mariam Abba disait aussi dans une si longue lettre, je cite, naître des mêmes parents, c'est comme passer la nuit dans une même chambre. Fin de citation, merci. Merci. Une autre citation tirée de l'œuvre? Oui. Bonjour, comme citation de l'œuvre Une si longue lettre, nous pouvons ajouter, je cite, une femme doit épouser l'homme qu'il aime, mais point celui qu'elle aime. C'est le secret du bonheur durable. Merci. Fin de citation. Bonjour, je m'appelle Narlodia. Mariam Abba dit dans une si longue lettre, je cite, les contraintes sociales bousculent toujours et l'égoïsme du mal désire. Merci, chers camarades, pour vos interventions. À partir de ces citations, mais aussi à partir d'autres, nous pouvons tirer des sujets de réflexion. Y aurait-il parmi vous pour nous proposer certains? Les sujets de réflexion pourraient être peut-être posés à M. Beitirka, notre invité du jour. Oui, pourquoi pas. Si vous avez des questions à poser à M. Beitirka, il reste à votre entière disposition. Qui veut prendre la parole? Je m'appelle Aïssetaba. Mariam Abba disait dans une si longue lettre que le rêve d'une ascension sociale pousse aujourd'hui les parents à donner beaucoup plus de savoir que d'éducation. Qu'en pensez-vous? À M. Beitirka, j'aimerais poser la question suivante. Il est dit dans l'œuvre Une si longue lettre que la femme ne doit plus être l'accessoire qui orne. Elle est la racine première fondamentale de la nation. Monsieur, comment pensez-vous que nous puissions procéder pour faire valoir cette citation? Monsieur, je voudrais savoir, lorsque Ramatoulaye se rappelle des paroles de sa maman qui lui disait qu'une femme ne doit pas épouser l'homme qu'elle aime, mais plutôt l'homme qu'il aime, pensez-vous que ce soit toujours le cas avec la nouvelle génération qui cherche à accéder à la liberté sentimentale, en quelque sorte? Monsieur, je voudrais savoir si vous êtes contre ou pour le féminisme. Merci. Si vous êtes contre ou pour le féminisme. Oui. Bonjour. Il a été dit dans une si longue lettre que Ramatoulaye s'est mariée à Modou Fall sans dot, ce que son entourage a fortement désapprouvé. Pensez-vous que la dot soit nécessaire à un mariage? Bonjour, je m'appelle Mme Gonessen. La grand-mère de Ramatoulaye disait dans une si longue lettre que la femme divorcée est une feuille qui voltige et qu'aucune main n'ose ramasser. Quelle réflexion vous inspire ces mots? Bonjour,
Tante vous disait dans l'œuvre Une si longue lettre que la qualité première d'une femme est la docilité. Qu'en pensez-vous? Bonjour. Il est noté dans une si longue lettre que Bintou a épousé le mari de sa meilleure amie, Daba. Ceci étant considéré comme une trahison. Maintenant, en tenant compte du fait que Bintou a été poussée par sa mère, pensez-vous qu'elle soit réellement blâmable? Monsieur, à vous, le seul homme de l'Assemblée, j'aimerais poser la question. À part les caméramans. J'aimerais poser la question, que pensez-vous de la polygamie qui est la source de tous les problèmes dans le roman? Bien, Monsieur K, vous pouvez répondre à nos chers élèves de 3e, s'il vous plaît. Alors, merci beaucoup. Mais je voudrais d'abord féliciter les élèves pour le bel exposé, je ne veux pas dire le brillant, plutôt le bel exposé que vous avez livré au public, à vos camarades qui sont en classe de 3e. Mais au-delà de ces camarades-là, c'est pratiquement tous ceux qui s'intéressent à la littérature. Mais je voudrais faire juste quelques petites précisions avant de répondre aux questions. La première précision, c'est que quand vous étudiez une œuvre littéraire, il faut essayer de la placer dans un contexte. Le contexte, il est littéraire, ou bien le contexte, il est social, etc. Une écriture ne naît pas ex nihilo. Il y a toujours des faisceaux d'influence qui concourent à la naissance de ce livre-là. Or, si vous regardez un peu le contexte historique et politique du Sénégal, Mariama Ba a écrit dans un contexte qui est favorable à l'émancipation des femmes. Vous savez que sur le plan historique, c'est dans les années 70 qu'il y a une conscience féminine qui est en train véritablement de se développer au Sénégal. À titre d'exemple, je crois que si je ne me trompe pas, que 1975 a été décrétée la première fois année internationale de la femme. Ensuite, au Sénégal, vous avez la première femme députée comme Caroline Diop. Vous avez l'une des premières femmes artistes peintres comme Mme Younous Sey. Vous avez Mme Bassignan, première avocate. Vous voyez donc, dans les années 70, il y a véritablement une conscience féminine qui est en train de se développer. Deuxième contexte, c'est sur le plan social. Il faut reconnaître que les années 60-70, nous sommes, jusqu'à présent, d'ailleurs, il faut le dire, à mi-chemin entre la tradition et le modernisme. Or, Mariama Ba, Aminata Sow Fall, ces femmes-là sont les pionnières dans l'écriture. Je ne veux pas qu'on parle de littérature féminine, parce que ça peut avoir une connotation péjorative, mais une écriture peut être faite par les femmes. Et vous avez remarqué que c'est dans les années 70 que Aminata Sow Fall est la pionnière. Après, il y a eu Mariama Ba. Donc, je pense que c'est l'ensemble de ces éléments-là qui permettent de comprendre une œuvre. Donc, Mariama Ba n'a pas écrit de manière, comme on dit, gratuite, mais parce que le contexte nécessairement l'obligeait, entre guillemets, à écrire par rapport au problème de la femme. La deuxième chose, une petite précision, la plupart du temps, on pense que Mariama Ba a écrit une œuvre autobiographique. Mais en réalité, ce roman ne l'est pas. Vous avez compris, vous l'avez dit, que c'est Ramatoulaye qui est la narratrice et qui raconte une histoire. Évidemment, derrière chaque personnage, on peut entrevoir un peu une personnalité de l'auteur, hein, ça vous verrez plus tard. Mais qu'on reconnaisse que ce n'est pas un roman autobiographique mis derrière. D'ailleurs, si vous regardez un peu, si vous lisez le livre de sa fille qui s'appelle Mariama Ba ou les allées du destin, cet essai a été écrit par Mam Kouma Ndiaye, qui est sa fille. Elle dit elle-même, même si on doit rapprocher un personnage de Mariama Ba entre Aïssatou et Ramatoulaye, c'est plus Aïssatou qui est plus proche de Mariama Ba que Ramatoulaye. Vous voyez donc, ce n'est pas une œuvre autobiographique. L'autre élément, c'est au niveau de la thématique. Vous savez, l'intérêt de ce livre, c'est que, vous l'avez dit tout à l'heure, le livre embrasse plusieurs thèmes. Vous avez le thème de la polygamie, le problème des castes, je vais y revenir après pour la polygamie, le problème de l'éducation, le statut de la femme, l'amitié, la trahison. Donc elle a réussi à véritablement répondre aux préoccupations, même de l'heure actuellement. Parce que ces problèmes se posent jusqu'à présent. Parce qu'un écrivain, et ça il faut le retenir, vous allez voir plus tard, un écrivain se reconnaît par son regard qu'on appelle un regard visionnaire. Si un écrivain écrit pour son temps, le livre n'aura pas de succès. Il faut que dans ce qu'il écrit, qu'on puisse entrevoir les prémices du futur. Parce que ce problème se pose maintenant. Ces problèmes de caste, de polygamie, de trahison, d'amitié.
Donc c'est comme si elle écrivait pour le siècle à venir. Troisième chose, c'est le style. Vous avez compris, quand vous demandez à un élève de reconstituer le récit, ça veut dire tout simplement que le récit n'est pas structuré, elle est au contraire déstructurée volontairement. Vous allez étudier plus tard ce qu'on appelle la déstructuration d'un récit, mais normalement, le livre devait commencer par l'enfance, ensuite l'école, les années d'études, le mariage ou les mariages, ensuite la trahison jusqu'à la fin. Mais vous remarquez que Mariama Ba commence par quoi? Par la mort. Et ensuite, l'enfance. Elle revient encore sur la cérémonie de 8e jour, 3e jour. Vous voyez donc, c'est ce qu'on appelle un récit déstructuré. Une écriture littéraire n'est pas figée, elle évolue. Or, le succès de Mariama Ba, c'est vrai que c'est les thèmes, la manière dont elle écrit, mais la manière dont elle a conçu le récit, avec une cohérence malgré qu'il n'y ait pas de chronologie. Ce n'est pas un récit linéaire chronologique, mais j'ai dit tout à l'heure, c'est un récit déstructuré, donc entre guillemets, on a mélangé les chapitres, hein, pour dire un peu plus simplement. Mais qu'est-ce que vous retrouvez? Malgré cela, il y a une cohérence dans le récit. Voilà un peu au niveau du style. L'autre élément, c'est au niveau du style de l'auteur. J'en parlais tout à l'heure. Tout à l'heure, vos camarades ont lu des passages qui véritablement donnent les éléments qui permettent de comprendre le niveau de style de Mariama Ba. Vous savez, quand vous lisez Les Allées du destin, que ce livre que sa fille a écrit, elle raconte que quand Mariama Ba avait votre âge, hein, à peu près en classe de 4e, mais on peut le dire comme ça, vous êtes en 3e, mais elle était à l'école normale, c'est en 3e année, elle avait fait une rédaction, la meilleure rédaction de l'école, donc de l'AOF, parce que ces filles qui allaient à l'école des jeunes filles ou à William Ponty pour les garçons étaient les meilleures de l'Afrique occidentale française. Elle avait fait un devoir extraordinaire au point que ce devoir-là figurait dans les manuels à l'époque. Voilà, donc elle avait le goût de l'écriture. Mais ce qui fait donc quoi? Que dans le roman, vous remarquez qu'elle navigue dans deux types de styles. Un niveau de style très élevé. Vous l'avez par exemple, tout à l'heure vos camarades ont lu, quand il dit point d'appui dans mon désarroi. Ce n'est pas facile à comprendre quelquefois. Quand elle dit aussi l'homme est un, grandeur et animalité confondues. C'est très philosophique. Vous voyez donc la lettre Aïssatou est d'un niveau très élevé. Mais de l'autre côté aussi, vous avez un niveau très simple, qu'on pourrait appeler un niveau familier. Par exemple, quelque part, il dit Modou savait, le quartier savait. Vous savez, grammaticalement, quand on dit savait, on doit mettre un complément. Mais parce qu'elle traduit le Wolof. Modou xamon nako, quartier bi xamon nako. Vous voyez donc, elle navigue dans un niveau de langue plus simple. C'est quand elle dit aujourd'hui je vais parler. Vous traduisez, Taïdina Wach. Donc vous voyez, ce niveau-là est totalement différent de la lettre qu'elle a écrite à Aïssatou. Et quelque part, elle dit les femmes au bracelet lourd. Vous ne pouvez peut-être pas comprendre, mais ça revient à dire ces femmes qu'on appelle les Dirianké maintenant. Vous voyez, la métaphore, elle est très intéressante. Ce qui veut dire donc, quand vous étudiez le style de Mariama Ba, vous êtes à deux niveaux. Un niveau très élevé qui permet de comprendre qu'elle maîtrise véritablement la langue. Et le deuxième niveau, pour que ça soit plus réaliste, elle prête un langage à ses personnages qui leur sied. Ça veut dire un langage très simple qui correspond un peu à leur classe sociale. Alors voilà un peu ce que je voulais dire pour résumer ce que vous avez très bien dit. D'accord. D'autant plus que vous l'avez fait de mémoire, hein? Ça montre que vous êtes très jeune. Ensuite, maintenant pour vos questions, je ne pourrais peut-être pas répondre à toutes les questions, si on nous le permet, mais vous avez dit, c'est un sujet qui revient tout le temps, je pense, dans les classes de 3e, quand Mariama Ba dit le rêve d'une ascension sociale fulgurante, hein, pousse les parents à plus donner de savoir que d'éducation. Vous savez, en matière d'apprentissage, on fait la différence, enfin, pas la différence, on lie le savoir à l'éducation. Le savoir, c'est ce qu'on appelle ce que vous apprenez en classe, pour être simple. Les cours qu'on vous donne, les évaluations qu'on fait, ça c'est le savoir, ce qu'on appelle le savoir-faire, etc. Bon. Maintenant, à côté, il y a ce qu'on appelle le savoir-être. Et justement, Mariama Ba dit, la plupart des parents pensent à la réussite de leurs filles, de leurs garçons, au point qu'ils oublient de les éduquer. Oh, l'éducation est fondamentale dans le système d'apprentissage. Hein? Au moins, vous conservez cela. La deuxième chose, est-ce que la femme doit être l'accessoire qui orne? Bon, je pense que non.
Et heureusement que vous êtes en train d'enregistrer pendant le mois de la femme, le 8 mars, hein, plutôt la semaine de la femme. Hein. Donc je pense que la femme ne doit pas être... Vous savez, au commencement était la femme, pour paraphraser l'autre. Je pense qu'on ne peut pas considérer la femme comme étant un ornement. Et ça me permet d'ailleurs de revenir à l'autre question. La qualité d'une femme, est-ce que c'est la docilité? Vous savez, quand Mariama Maba le dit, il faut revenir, je vous demande et je vous recommande de lire le livre que sa fille a écrit sur elle. Mariama Maba dit, aller à l'école ne dispense pas des travaux ménagers. Elle a dit qu'elle-même, vous savez, elle a été élevée par sa grand-mère, c'est vous qui l'avez dit. Et sa grand-mère lui apprenait à piler, à faire la cuisine. Elle le dit d'ailleurs, je cite de mémoire, j'avais mes tours de cuisine. Ça veut dire que quand elle n'allait pas à l'école, elle allait à la cuisine. Mais ça ne l'empêche pas d'être brillante à l'école. C'est pour ça que je pense que quand elle revient pour dire dans son roman que la docilité, la finalité d'une femme est la docilité, ce n'est pas de manière très comme ça que la femme soit docile au point qu'elle devient une esclave. Non, pas du tout. Je crois qu'il y a un respect qu'on doit à son mari. C'est à ce niveau qu'elle parle, mais pas docile au vrai sens du mot, où là, véritablement on vous considère comme étant une esclave. Hein. Je pense que c'est à ce niveau qu'il le dit. Donc il faut obéir, c'est vrai, mais il y a une limite à l'obéissance, hein, je pense. Voilà. On dit aux hommes aussi, ne poussez pas la femme que vous aimez, mais la femme qui vous aime. Maintenant, qui a raison, qui a tort, c'est à vous de réfléchir. Est-ce que, Mariam, moi je suis contre ou pour le féminisme? Attends, quand vous lisez l'interview de Mariama Maba, elle dit elle-même, quand le féminisme est une défense à outrance de la femme, je ne suis pas féministe. Mais quand c'est pour faire la promotion de la femme, comme nous le faisons tous, effectivement, dans ce cas-là, elle dit, je suis féministe. Je pense qu'il faut qu'on essaie de voir le contenu du mot pour ne pas aller à des dissertations ou à des développements qui n'ont pas de sens. Je défends la femme naturellement et normalement parce qu'on dit que la femme est au cœur de l'univers. Si vous lisez les sourates du Coran, il n'y a pas une sourate consacrée aux hommes, mais il y a une sourate qui est essentiellement consacrée aux femmes. Et quand Dieu dit à l'homme, va gagner ton pain à la sueur de ton front, mais il dit à la femme aussi, tu accoucheras tu enfanteras dans la douleur, dans la souffrance. Ça veut dire donc que la souffrance n'est pas liée à l'homme et le repos à la femme. Donc je pense qu'il faut le poser en ces termes. On ne peut pas aujourd'hui dire que la femme ne joue pas un rôle très important dans la société. Non, je pense que nous tous nous défendons la femme à ce niveau. La dot nécessaire, ça dépend. Je ne veux pas soulever un débat ici, mais il faut qu'on réfléchisse aussi sur le concept de dot. Est-ce que la dot, c'est les millions que l'on verse à la fille pour l'épouser et 3 mois après, c'est le divorce? Ah oui? Ou bien c'est parce que tout simplement vous lui donnez cet argent-là parce que vous êtes satisfait? Parce que c'est votre femme, vous voulez en faire une future mère de vos enfants. Je crois qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de prix à payer. On peut lui donner tout ce qu'on veut. Voilà. Maintenant, il y a la dot religieuse. Ça, c'est limité. Ça, c'est autre chose. Hein? Mais je pense que l'argent qu'on gaspille aussi, il faut l'éviter. Voilà. Je ne dis pas maintenant qu'il ne faut pas en donner, mais il faut limiter les dépenses. Okay. Alors, il y a maintenant l'autre là. Donc, je pense qu'il me demande si... que pensez-vous de la polygamie qui est source de tous les problèmes? Il faut aussi que vous fassiez attention. Mariama Maba ne dénonce pas la polygamie. Vous avez compris? Elle dit d'ailleurs, elle est musulmane, elle sait que la polygamie c'est quelque chose de fondamental dans la religion. Mais ce qu'elle condamne, c'est les travers de la polygamie. Si vous avez vu, vous l'avez dit vous-même, quand vous lisez ce roman, vous avez remarqué que les maris, les époux et les épouses n'ont pas de problème. Mais qui est à l'origine des problèmes? C'est les belles-mères et les belles-sœurs. Et c'est à ce niveau qu'il y a des problèmes. Je pense que la polygamie en tant que telle, c'est une donnée religieuse, sociale, etc. On ne peut pas condamner la polygamie quand on est véritablement musulman. Mais le problème, c'est les travers de la polygamie. Et Mariama Maba, vous l'avez dit, fustige pratiquement les belles-sœurs et les belles. Vous serez de futures belles-sœurs, j'espère que vous ne serez pas de futures vipères. D'accord. Donc c'est à ce niveau qu'il faut poser le débat. Hein. L'autre chose, c'est, est-ce que Bintou est blâmable? Je crois que c'est un débat que j'ai soulevé plusieurs fois en classe. Moi, j'ai toujours défendu que
En fait, le contraire, hein, je crois la question que je posais en classe, est-ce que Modou est blâmable? Est-ce que Modou doit épouser Bintou? Sur le plan religieux, rien ne l'interdit. Sur le plan social, rien ne l'interdit. Mais c'est sur le plan moral que ça pose un problème. Or, s'il faut condamner quelqu'un, vous le condamnez sur le plan religieux, juridique, sur le plan juridique aussi, rien ne l'interdit. Est-ce que vous le condamnez sur le plan juridique, sur le plan social ou bien sur le plan religieux? Non. Bon, maintenant, le problème, c'est moralement, ça ne doit pas se faire. C'est peut-être là. Et d'ailleurs, vous remarquez souvent que Mariama Ba n'insiste pas trop sur le comportement de Bintou, mais plutôt de sa mère. Et justement, c'est parce qu'elle a été sacrifiée à l'autel du matériel. Parce que sa mère, comme on dit, voulait sortir de ce ndôle, comme elle dit, hein, de cette pauvreté dans laquelle elle s'est enlisée. Et elle a sacrifié sa fille pour cela. Je pense qu'à ce niveau, on peut condamner effectivement peut-être Bintou d'avoir accepté parce qu'elle a aussi joué le jeu. Il faut faire une autre lecture maintenant par rapport à Modou Fall, je vous recommande. Hein. Voilà. Je pense que c'est ça l'essentiel des questions. Et je vous remercie d'ailleurs, hein, je disais tout à l'heure, parce que toutes ces questions-là peuvent être l'objet de dissertation. Parce que vous lisez une œuvre, d'abord, pour aller vers la production écrite. Or, ce qu'on attend de vous pour la production écrite, que vous soyez capable de défendre vos idées comme vous l'avez fait, mais en même temps de pouvoir passer à une production à part de ça. Et peut-être un jour, je termine par ça, qu'on ait de futurs Mariama Ba ici. Merci monsieur, merci chers camarades pour ces participations. C'est donc sur cette intervention de notre professeur, monsieur Baitirka, que se termine notre présentation. Nous espérons que vous l'avez apprécié et que cela vous servira ultérieurement. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, chères amies téléspectatrices, j'espère que vous avez bien aimé l'exposé des élèves de la 3e de Memba, Maison d'éducation Mariama Ba. Personnellement, je les ai trouvés adorables. Merci, très chers élèves. Ne soyez pas surpris par la magie de la technique. Je me retrouve là, à Gorée, dans la Maison des esclaves, et devant la porte du non-retour. Eh bien, je vais exorciser les démons de l'histoire, et c'est par la porte du non-retour que je m'en vais vous amener chez mon invité, qui se trouve de l'autre côté de la ville, au niveau des Dents de la Mer. Comprenez, le musée Léopold Sédar Senghor. On y va. On ne va pas continuer certainement notre interview en latin. Oui, mais tout de suite, il me vient l'idée que, pour rester un peu dans les langues classiques, que musée vient étymologiquement d'un mot qui signifie le temple des muses. Oui. Vous êtes helléniste, vous êtes femme de lettres, vous êtes écrivaine. Vous êtes bien dans le lieu idéal pour ces 3 casquettes, non? Je pense que oui, je suis de formation classique. Absolument. Plus latiniste qu'helléniste, j'avouerai. Et le président Senghor nous avait choyés en nous octroyant des bourses lorsque nous étions à l'université. Et en ma qualité donc d'écrivain, de conservateur de musée, puisque j'ai étudié la muséologie à l'école du Louvre, et de formation classique, je pense que je suis à ma place et je remercie le président Macky Sall qui m'a installé ici. Absolument. Et puis autour des livres, entouré de pièces d'art, tout cela aussi, ça fait vivre intellectuellement, s'entend. C'est vrai, c'est la culture, ça nourrit. On ne se nourrit pas que de mil et de lait. En bonne lébou, on se nourrit aussi de culture. Et ici, nous sommes vraiment gâtés d'être dans la maison du président poète. Et quotidiennement, c'est un honneur et une joie. Alors, on parlait des muses tout à l'heure, source d'inspiration. On est dans le musée Léopold Sédar Senghor.
Senghor est sérère, vous avez dit tout à l'heure en bon légout. Senghor, bon sérère, il est parti certainement au ciel. Vous le sentez, dites-vous, c'est vrai, mais concrètement, ça donne quoi? C'est des frissons, c'est des voix, c'est quoi concrètement? C'est quoi? Senghor, je le sens partout présent. Les visiteurs qui viennent dans la maison le sentent partout présent, mais nous sentons surtout sa présence dans son bureau, situé à l'étage, où il écrivait ses poèmes, ses discours, où il passait le clair de son temps. Et c'est ce que Barthélemy, qui a vécu auprès de lui pendant 25 ans, m'a confié. Et dans ce bureau, on sent parfois sa présence d'une manière presque palpable. Voilà, donc peut-être pour terminer avec ce chapitre Senghor, donc il y a une présence, c'est des choses qu'on sent. Et il y a quelques membres de mon équipe de tournage qui disaient que vous avez même fini par avoir peut-être des traits de Senghor. Je ne sais pas comment vous accueillez cela. Oh, j'accueille ça avec bonheur. Senghor était un homme plaisant, raffiné. Donc je ne peux accueillir cette remarque qu'avec beaucoup de plaisir. Donc nous sommes vraiment là dans votre charmant salon pour ce thé littéraire, voilà comment nous l'appelons. Et vous savez quoi? Nous venons de Mariama Ba, de la maison d'éducation Mariama Ba, où nous lisions dans la première rubrique une si longue lettre. D'accord? Alors on ne va pas revenir sur le livre, mais Mariama Ba, l'écrivaine, la femme, quel témoignage vous pouvez faire sur elle? Mariama Ba, donc grande dame des lettres, de la promotion, je dirais, de Aminata Sow Fall. Leur aînée, Annette Mbaye d'Erneville, les a précédés en littérature. Après cette génération, il y a la nôtre, donc celle de Ramatou Seck Samb, Maria Mandoy, Sokhna Benga, je ne peux citer tout le monde. Et 20 ans après, il y a la génération de Nafissatou Dia Diouf, Fatou Yeli Faye Wardini. Donc, dans le temps, ces générations d'écrivaines s'échelonnent et cela prouve la santé littéraire au Sénégal. Voilà, donc nous sommes toujours dans le cadre de votre émission Littérature, dans la deuxième rubrique avec ce thé littéraire très succulent que nous sommes en train de consommer avec l'honorable Madame Maria Mandoy Mbengue. Alors là, vous y êtes. Donc, vous semblez dire les livres, moyens pour aller à l'excellence. C'est bien cela? Je pense que toutes ces générations ont aspiré à l'excellence. Et la génération qui vient donc qualifie la génération précédente d'excellente. Et nous espérons que nos cadettes nous qualifieront d'excellentes. En tout cas, nous y aspirons. Et c'est quoi le secret? Il y a un secret, il y a une explication? C'est une volonté, je pense. C'est une volonté depuis l'enfance. C'est aussi une formation. C'est aussi une instruction. Je dirais c'est une éducation, hein, ducere, conduire, mener en latin, ça nous mène sur le chemin de la vie. Donc les livres en particulier nous ont menés sur le chemin de la vie, sur le chemin de la culture, sur le chemin de l'excellence. Comment vous vous y preniez? C'est quoi concrètement le secret pour avoir cet amour des livres, cette régularité dans cette soif de livres? Pour aller même dans la religion qui est fondamentale, il y a les livres sacrés. Nous avons la Torah, la Sainte Torah, la Sainte Bible, le Saint-Coran. Avec les livres, on apprend tout. Le livre est un ami, le livre aide à voyager à travers le monde sans sortir de son lit ou de son fauteuil. Le livre forme la jeunesse qui plus tard sera donc la jeunesse qui est l'avenir, hein, la jeunesse qui est l'émergence. Nous n'avions pas la télé, Internet, etc. Et toutes ces réjouissances récréatives. En Bonne-Lébou, moi j'avais le Ndaourabine, le Goumbé, les séances de lutte parce que mon père adorait la lutte et souvent il était parrain de beaucoup de manifestations. Mais à part ça, je pense qu'il faut aussi une nature calme. Il faut être assez concentré pour aimer la lecture parce que c'est un plaisir solitaire.
On ne lit pas dans le bruit, on ne lit pas dans l'effervescence. Hein? C'est la lecture qui crée parfois l'effervescence intérieure, interne. Donc, je pense qu'il faut aussi toujours éduquer, donc douquérer, conduire. Et c'est les parents qui conduisent l'enfant, sur tous les chemins, quels qu'ils soient. Alors, si le parent offre un livre de temps en temps, comme c'était le cas, en tout cas pour moi personnellement, forcément, c'est un cadeau, l'enfant l'apprécie, il va l'ouvrir et le lire. Et c'est l'accès au livre qui est un problème. Mais ce n'est pas la curiosité ou le goût. Parce que dès l'instant où on a le livre à proximité, les enfants se jettent sur les livres quand ils les ont à proximité. Donc, il faut des bibliothèques dans les écoles. Pour les parents qui n'ont pas les moyens d'en acheter, les éditeurs travaillent à rendre le livre de moins en moins cher. Donc, le problème de l'accès est résolu progressivement par la direction du livre et de la lecture. Et je parle en connaissance de cause. Voilà. Et donc, je pense que c'est comme ça. Il faut que tout le monde s'y mette. Alors, j'aimerais bien, madame, souvent on garde des textes parce que vous lisez beaucoup. Il y a les récitations, les beaux passages qu'on a lus, qui nous ont marqués, qu'on aime bien répéter. Vous en avez un dans la tête que vous voulez bien partager avec nous? J'en ai plusieurs dans la tête. Bon, j'espère seulement que ma mémoire ne me trahira pas. Sinon, moi, j'aimais beaucoup Demain dès l'aube, hein? À l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. J'aime ça et ça me rappelle le poème de Senghor, Victor Hugo, le poème que Senghor a fait pour son fils Philippe, qui disait c'était un 5 juin, un jour de Pentecôte. Et pour rester en Afrique, je vais essayer de restituer un poème que ma sœur Saoulou adore, qu'elle a récité au certificat d'études. C'est Afrique de David Diop. Alors, on a l'embarras du choix. Afrique, Afrique, mon Afrique, Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales. Afrique que chante ma grand-mère au bord de son fleuve lointain. Ah, Madame Bang, vous savez, la dernière partie, la dernière rubrique de notre émission s'appelle Rature, corriger certaines fautes. J'en ai rencontré une à Gorée. Vous allez suivre et nous revenons. Le cas échéant veut dire en cas d'échec. C'est très bien. Est-ce qu'il y a un autre qui est d'accord chez moi? Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord sur l'autre? Oui, jeune homme? Le cas échéant veut dire en cas d'échec. Le cas échéant veut dire? En cas d'échec. En cas d'échec. Merci beaucoup. Vous appelez comment? Daoudandao. Daoudandao. Quelle classe? 5e. Vous l'avez vu, donc le problème, c'est le cas échéant. Le cas échéant, bon, je comprends la rature, donc l'erreur de la jeune fille. Mais c'est parfois une erreur, c'est-à-dire qu'elle répercute parce qu'elle a entendu dire. Oui, et peut-être parfois aussi par facilité, elle n'est pas allée chercher, elle a vu échéant, elle a pensé échec. Elle pouvait penser échoir aussi, mais c'est plus difficile. Donc le cas échéant, ça introduit une alternative. C'est-à-dire, si l'occasion se présente, nous ferons telle ou telle chose. C'est comme à propos de notre émission, on a fixé une date, mais si à date échue, nous n'avons pas pu faire l'émission, je vous dirai, le cas échéant, nous la ferons à une autre date. Alors donc, ça veut dire que le cas échéant ne signifie pas le cas contraire. Cela signifie plutôt, au contraire, si le cas se produit. Cela signifie si l'occasion se présente. Merci madame, la précision était bonne parce que la faute est constante, mais j'espère que les téléspectateurs ont bien retenu. À très bientôt, tout le plaisir était pour moi. Alors là, nous sommes véritablement au bout de l'émission. C'est le moment de remercier toute mon équipe technique et puis remercier les élèves de Mariama Maba et puis tous ceux qui ont participé véritablement à cette émission, sans oublier évidemment les chers téléspectateurs de la RTS1, votre télévision. Je vais vous écouter avec ces mots et vous allez beaucoup y réfléchir le temps qu'on se retrouve dans un prochain numéro. Il y a bien des façons de sourire et pour des raisons bien différentes.
Il y a le sourire de bonheur des amoureux, le sourire de triomphe du vainqueur, le sourire du farceur, le sourire de complicité de deux amis. Il y a aussi le sourire triste de ceux qui ont du chagrin, mais qui ont le courage et la politesse de ne pas en encombrer les autres. C'était la pensée du jour. Je vous retrouve très bientôt sur la RTS 1 pour un autre numéro de littérature.